Hello à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Sales Talk. Déjà, je vous remercie. Vous m'avez donné de très beaux retours pour le premier épisode. Donc voilà, c'est un podcast dédié pour les personnes qui s'intéressent à la vente, tout simplement. Et justement, pour ce deuxième épisode, j'ai pas un invité, mais deux invités. Je vais avoir Carole et Xavier Desports. Et donc justement, je vous remercie d'être là, ça me fait super plaisir. Merci à toi de nous avoir invités. Merci de ton invitation, ouais. Avec grand plaisir. Et justement, on va parler de justement vos parcours professionnels pour savoir un peu plus ce que vous avez fait et ce que vous en avez appris surtout. Voilà, je voulais encore vous remercier. Eh ben, on t'écoute. Ouais, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et vous présenter votre parcours? Je commence. Bon. Allez. Donc, pour moi, pour faire relativement rapide quand même, moi, j'ai fait un DESS de finance à Dauphine, ce qui ne devait absolument pas m'amener à faire de la vente. Mais je suis rentrée chez IBM. Je ne savais pas trop quoi faire après et je suis rentrée chez IBM. Et chez IBM, j'ai fait une école des ventes. Alors, l'école des ventes, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne encore vraiment bien chez IBM, mais c'est une alternance, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que vous passez du temps en agence commerciale où vous avez un tuteur, voilà, et vous travaillez sur du business, et puis vous allez à l'école après pour apprendre l'offre, la technologie, la stratégie, ce que fait la boîte, enfin voilà, et puis surtout vous entraînez à ce qu'on fait en termes d'entretien, quoi. Donc vous faites en permanence des jeux de rôle avec des patrons de la boîte, avec des gens, enfin bon, vous faites ça toute la journée, d'accord. Donc j'ai fait ça et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et donc, j'ai entamé une carrière de commercial chez IBM. Après, je suis passée dans des jobs de manager commercial, de directeur de l'infogérance. J'étais au comité exécutif d'IBM. Puis, le marché avait changé. On était au moment de la bulle Internet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et j'ai été contactée par une boîte qui s'appelle Devoteam. Ouais. D'accord? Et j'ai rejoint Devoteam, qui à l'époque était une boîte qui faisait 2500 personnes, comme directeur général. Bon, je me suis dit, c'est sympa, tiens, je suis directeur général d'une boîte, c'est sympa. Et j'ai fait ça pendant 5 ans avec super années de l'Internet. Donc, une boîte axée assistance technique, rien à voir avec IBM qui faisait du projet, de l'infogérance, etc. Assistance technique, très telco, d'accord. Et puis, on a vu l'explosion de la bulle Internet, d'accord. Et la gestion des consultants, à la fois dans une période euphorique et dans une période très difficile. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était super. Et je suis revenue chez IBM, parce qu'IBM avait beaucoup changé. Ils m'ont recontacté, ils m'ont dit, viens, je suis partie aux États-Unis pour regarder ce que c'était la nouvelle stratégie d'un type qui pilotait IBM à l'époque, qui s'appelle Lou Gerstner. Mm-hmm. Et j'ai participé à ça et je suis venue pour l'implémenter en France. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, si je me souviens bien. C'était super, mais revenir dans sa boîte, j'ai trouvé que c'était moyen, voilà. Et donc, après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais d'autre? Et j'ai décidé de créer une boîte. Et j'ai créé une boîte et j'ai créé un cabinet de recrutement. Je trouvais qu'en commerciaux et en directeur de projet, le marché était assez pauvre. Donc, j'ai fait ça avec des copains. C'était un peu l'idée aussi de créer une boîte, de faire un truc un peu différent. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, j'ai été contactée parce qu'à chaque fois, c'est le marché. En fait, je reviendrai dessus parce que c'est un des éléments moteurs pour moi, qui est venu me chercher. Et je suis partie comme directeur général de Groupe Open. Voilà. Donc ça, c'était autre histoire, une autre affaire. Une boîte qui vient du hardware et qui rachète des boîtes de services et qui ne sait pas comment elle va le mettre en place. Donc, gros projet de transformation. Donc ça, voilà, très fatigant. Et puis, in fine, un contact d'un ancien d'IBM qui me dit, bon, est-ce que tu ne nous rejoindrais pas chez Orange? Alors, pour moi, Orange, c'était le téléphone, basta, je ne savais pas autre chose qui se passait. Et en fait, ils vendaient du réseau aussi dans le B2B. Et puis, derrière, ils avaient un projet de dire, le réseau, ça devient de la commodité, ce qu'on appelle. Hein. Et donc, on veut transformer la boîte et en faire une ESN. Et donc, je suis venue, ils avaient déjà racheté pas mal de boîtes, on en a racheté d'autres dans le milieu de l'IT. Et comment on fait une combinatoire entre de l'IT et du réseau? J'ai lancé le programme Cloud pour Orange. Et puis, au bout de 4 ans, ils m'ont dit, attends, ça serait super bien maintenant que tu passes côté vente et que tu t'occupes de tous les grands comptes. Donc, avec cette offre bicéphale entre le telco et l'IT. Donc, ce que j'ai fait. Voilà, et ça jusqu'à fin 2023, c'est ça, hein, fin 2023, je ne me souviens même pas. Et après, j'ai dit, bons et loyaux services, c'est super. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je m'arrête, donc je me suis arrêtée. Et je me suis dit, j'aimerais bien, transfert, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, dire que j'ai une certaine expérience, et si je peux en faire profiter
un certain nombre de personnes. D'autres l'ont fait avant moi. Tous les gens que j'ai Bien sûr. rencontrés dans ma carrière l'ont fait, m'ont prodigué des conseils, m'ont aidé, m'ont recruté, etc. Je me suis dit, je vais le faire. Et donc, je suis arrivée chez Eurydice comme ça. Donc, Ok. voilà. Et en même temps que ça, je conseille des ESN au niveau des comités de direction. Voilà. Donc, Ce en que je fais indépendant. aujourd'hui. Oui, bien sûr, en indépendant. Voilà. Et je mixe mon temps perso avec mon temps professionnel, ce qui est un grand luxe que je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est une très belle expérience. Ouais, c'était pas mal. En tout cas, je n'ai pas vu le temps passer. Ouais. Ouais, Et je pense que c'est un signe. Donc, tu t'es amusé finalement. Oui, j'ai pas toujours été très drôle, mais en tout cas, oui, j'ai fait des choses assez passionnantes et très variées. Ok. Et justement, je rebondis, vous vous êtes rencontrés où Ah ah. Ça, c'est la question. Ah ben, je vais prendre la main. Tiens. Après mes études, mon bac, moi, je suis rentré à Dauphine aussi. Voilà, tu vois le point de connexion. Ma première année à Dauphine, je l'ai passée en fait dans une boîte à Paris qui s'appelait le Via Brasil. J'ai passé toutes mes nuits, donc j'ai pas bossé beaucoup. J'ai redoublé. Et la première année, on était dans la même classe avec Carole. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, tu vois, on avait 20 ans, 21 ans. On était des piou-piou. Et comme Carole était très stimulante, moi, à l'époque, on faisait notre service militaire. J'ai fait mon service militaire et j'ai pu être en région parisienne. Par un jeu de taquin bien placé, j'ai pu me faire réformer au bout de quelques mois, 4 ou 5 mois. Et j'étais inscrit à Dauphine en cours du soir, moi, par contre. Cette année-là, en tout cas. Et pour pas rester inactif, je me suis cherché un boulot pour la journée. Et j'ai commencé à vendre des espaces publicitaires dans les magazines sur un modèle qui était très sauvage. Alors, on avait un téléphone, il fallait prospecter dans le bottin à l'époque où il y avait pas d'outils numériques. Le bottin, il fallait décrocher un rendez-vous avec le patron de la boîte, lui vendre un encart publicitaire et lui apporter un rédactionnel gratuit. Et l'objectif était qu'on avait droit à un seul rendez-vous et on ramenait du rendez-vous le chèque d'acompte et la demande du client. Sinon, on n'avait pas le droit d'y retourner. Et donc, c'était extrêmement violent, mais ça m'a appris quoi? Ça m'a appris le téléphone, appris à dépasser la peur d'un contact et de la prospection. Et voilà. Et depuis, j'arrête pas de parler. Donc j'ai fait ça. Et puis, comme j'étais à Dauphine et que je faisais un peu de cours d'informatique, parce qu'à l'époque, je me formais au basique pour essayer de comprendre, je me suis tenté dans le secteur de l'informatique et j'ai prospecté des boîtes d'informatique. Et il y a un jour une boîte qui m'a appelé, que j'ai appelé, et qui m'a dit, écoute, viens nous voir. Je suis allé les voir, rue Émile Duclos à Suresnes, je me souviens toujours. Et j'arrive dans une petite boîte, ils étaient 4, 2 patrons, 2 secrétaires. Et au bout d'une heure de mon pitch, ils m'ont dit, écoute, ton truc, on n'a rien à foutre, c'est toi qu'on veut. Et bon, est-ce que tu connais l'informatique? Non. On va t'apprendre. Et mon premier job, ça a été un job de commercial, business developer, comme on dirait aujourd'hui. Prospection. En fait, on était broker. On vendait des systèmes d'information IBM d'occasion. Voilà, c'était du seconde main. Et on les vendait à des grandes entreprises. Et la particularité de mon mode de rémunération, c'est que j'avais pas de fixe. Et je devais à mes patrons 8 000 francs par mois pour payer mon bureau, mon espace de travail. Et je gagnais 40% de commission de ce que je vendais. Pendant 3 mois, ils m'ont fait crédit pour m'aider à décoller. Et le 4e mois, j'ai commencé à gagner ma vie. Et je crois que ce sont les années pendant lesquelles j'ai le mieux gagné de ma vie de toute ma carrière professionnelle. Et ne comprenant pas ce que je vendais à l'époque, j'avais des clients qui étaient Airbnb et je leur trouvais des machines, je les vendais. Et je me souviens d'un moment, on était dans un club med et en vacances. Et il y a une affaire qui a été signée. Mes patrons m'ont envoyé un message, Xavier, à faire... X signé, marge 1 million de francs, Tacom 400 000, passe de bonnes vacances, 400 000 francs dans les années 80, j'étais le roi du monde. J'étais le roi du monde. Donc voilà, c'était des années terribles. Mais bon, ça a été formidable, mais ça n'a pas été durable, mais c'était super intéressant. Ça m'a donné lieu, au bout de quelques années, à ma première expérience. J'ai monté une boîte équivalente de brokerage avec 2 autres copains de Dauphine.
Ok. On a fait ça pendant quelques années. Mais au bout d'un moment, la vente de systèmes d'occasion, moi, je trouve que c'était un peu trop répétitif. Et puis, ça commençait à devenir un modèle un peu dépassé. J'ai voulu me tourner vers les services. Et là, j'ai eu un parcours d'entreprise comme Atos, à l'époque ça s'appelait Sligos, mais Atos, Capgemini, GFI, dans lesquels j'ai eu des jobs commerciaux, de managers commerciaux, directeurs commerciaux, et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Moi, en fait, ce que j'ai aimé dans mon métier de patron commercial de SN, c'est de me dire que je n'avais pas de solution à mon client, il fallait qu'à chaque fois que je l'invente. Et donc, pour inventer la solution, il fallait comprendre, écouter son client, travailler avec lui et puis bâtir des solutions, bâtir des projets, partant de rien. Et basé sur un modèle qui est le modèle des ESN, c'est on a des compétences et on essaie de les vendre. Donc, et là, j'ai appris, voilà, j'ai été beaucoup moins stable que Carole professionnellement. Je crois que j'ai dû avoir une vingtaine d'employeurs. Ouais, une vingtaine d'employeurs dans ma carrière professionnelle. Mais, et puis c'était toujours des chasseurs de tête qui venaient me chercher au bout de 2-3 ans. Xavier, on a un truc. Moi, j'ai des chasseurs de tête pour lesquels, qui m'ont vendu 3 fois dans leur carrière. Je devais être un bon produit. Et en fait, voilà, mon job, je le définis comme étant un commerçant. Commercer en vieux français, ça veut dire parler, échanger. On fait son commerce. Eh bien, pour moi, le commerce, c'est ça. Avant toute chose, c'est parler, échanger avec nos clients, comprendre leur situation, comprendre leur point de douleur et apporter une réponse. Soit avec un produit, soit avec une solution, soit l'inventer, soit se resservir de quelque chose qui existe et de l'apporter. Et je crois que ça a été, moi, ce qui m'a drainé toute ma carrière. Et puis, après, bon, je ne vais pas resuivre parce que j'ai trop d'entreprises dans la tête que j'ai suivies. Il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu monter une société pour accompagner le développement d'un côté des startups avec les seniors des entreprises. Donc, j'ai monté un business model qui m'a permis de conclure des grandes affaires avec des boîtes du CAC 40, où j'utilisais leur senior actif qui accompagnait le développement de start-up. Ça a été hyper intéressant, mais c'était un modèle motivant, extrêmement intéressant, mais pas rémunérateur. Donc, je me suis vendu comme freelance pour une boîte brésilienne, Stefanini, que j'ai représenté en France pendant 3 ans. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses qui m'ont toujours basé sur le fait que on se développe avec un carnet d'adresse, des clients qui vous connaissent. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont suivi d'entreprise en entreprise parce que ils avaient confiance dans des sports et que ça marchait, ça matchait. Donc voilà. Et puis il y a 8 ans, indépendamment de Carole d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Orange, Orange Business, OBS à l'époque, c'était Orange Business Service, pour être business développeur des activités cloud. Et donc, je suis rentré chez Orange pour accompagner les clients du secteur banque, finance, assurance, leur faire découvrir le monde du cloud et notre savoir-faire. Et puis, ça s'est pas mal développé. Et depuis maintenant 4 ans, je crois, j'ai basculé en fait au marketing et notamment à la stratégie pour faire des études de marché, des études comportementales, des évolutions des besoins clients, pour faire des briefs aux équipes commerciales et marketing afin de déterminer quels vont être les modèles et les process d'achat des clients. Donc on fait des études assez poussées de concurrence des grands acteurs pour essayer de voir quel est le fil conducteur de leurs process et de leurs évolutions et d'essayer d'apporter aux équipes commerciales des éléments de réflexion qui permettent d'accompagner leur démarche commerciale. Pas uniquement de se dire j'ai un produit que je vends, c'est comment je crée une synergie avec mon client basée sur les évolutions du secteur d'activité du client, des modèles contractuels et des process de vente. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Et puis en plus, depuis maintenant environ 2 ans, sur Euridis, mon entreprise me laisse un peu de temps pour faire des cours. Et puis, même dans mon activité aujourd'hui au quotidien, j'ai 2 alternants avec moi que je forme.
Et donc, moi, je trouve que cette passation de savoir, c'est un moment de plaisir, parce que moi aussi, j'ai eu toute ma vie professionnelle des gens qui m'ont apporté conseil, qui m'ont prodigué beaucoup de choses. J'ai pas toujours écouté, j'ai eu tort parfois, mais ça m'a en fait forgé un savoir-faire. Et je pense que aujourd'hui, quand je compare un peu ce qui se passe, je me dis qu'on est un peu des météorites, des gens d'une autre planète. Et que on a vécu effectivement ces 35 dernières années d'un secteur qui s'est beaucoup transformé, mais les fondamentaux du commerce sont toujours les mêmes. C'est écouter, comprendre avant de vendre. Celui qui cherche à vendre sans comprendre et écouter, il n'y arrivera pas. Il a perdu. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut remettre, comme on dit, l'église au milieu du village et essayer de faire les choses correctement. Voilà, c'est un peu nos fondamentaux. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un point essentiel de Xavier, parce que nous, on ne s'est jamais rencontrés dans notre business. Ok. Oui, D'accord, on a été dans jamais. des secteurs d'activité différents. Moi, j'ai fait du secteur public. J'ai Jamais. fait après, quand j'étais DG, j'avais une entreprise. Donc, si Ouais, tu bien veux, forcément, j'avais tout le portefeuille. On s'est jamais rencontrés sur la moindre affaire. Ça, c'est la première chose. Tu peux remarquer qu'effectivement, il est surprenant. Moi, je me souviens quand il est rentré la première fois en me disant je vais rentrer chez un broker, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, j'étais IBM, donc c'était très différent. Et je lui dis mais tu vas être rémunéré combien? Il me dit moins 8 000. Ah, je fais ça, c'est original, c'était comme démarche quand même pour démarrer. Bon, c'est ça. Et quand il est rentré chez Orange, il m'a rien demandé. Et effectivement, j'ai un des patrons dans lequel je partageais un comex qui me dit ah mais tu sais qu'on va il me dit je comprends pas pourquoi tu m'as pas appelé, on a embauché ton mari. Je dis bah écoute, c'est bien, il va m'en parler ce soir je pense, mais moi je ne le sais pas. Donc voilà, donc si tu veux, je pense c'est un marché qui est immense, sur lequel on peut faire des tas de choses, et surtout c'est un marché qui a énormément évolué et qui continue d'évoluer. Il a évolué d'abord dans ses offres. Comme Xavier disait, le brokerage, la vente de deuxième main, c'est un marché qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Quand tu fais aujourd'hui du service, tu vois que le marché de l'infogérance, qui a été un très très gros marché, c'est un marché qui s'est quand même vachement réduit sur des grosses entreprises. Aujourd'hui, on est des marchés de techno. Ce qui reste comme fondamental, de toutes les façons, c'est que ne s'invente pas qui veut commercial. Il y a plein de gens qui viennent sur le marché, notamment de l'IT, en disant « Moi, je suis un tchatcher, je vais y arriver ». Ça, c'est faux. La majorité échoue. Quand je dis qu'ils échouent, c'est qu'ils ne feront pas leurs chiffres, ils vont pédaler, etc. Tu peux avoir n'importe quel profil pour être commercial. Il n'y a pas un profil type. Mais il faut avoir des basiques. Ces basiques, c'est effectivement, il faut que tu connaisses ton marché. Je crois que c'est un fondamental. Il faut connaître ton marché. Ton marché, c'est comment il évolue, parce que voilà, dans des secteurs d'activité, tous les types d'entreprises, elles changent permanence, elles s'adaptent elles-mêmes à leur propre marché. Il faut que tu connaisses l'ensemble de tes partenaires. Et puis, il y a des règles de base que tu dois à peu près bien connaître pour pouvoir surfer intelligemment. Un client, aujourd'hui, quand il te voit, il faut que tu lui apportes un truc. Si tu lui apportes rien, tu l'auras vu qu'une fois. Donc, c'est vraiment des fondamentaux qu'il faut avoir. Si tu sais faire ça, que tu sois un mec hyper brillant, extraverti, moins extraverti, etc., tu as toutes les chances de réussir. C'est un marché très large et sur lequel on peut encore gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a une grosse concurrence. Donc, il n'y a que les meilleurs qui s'en sortent, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment chercher toujours apprendre, en fait, finalement. Ouais. C'est ça, le Et t'as raison. sujet. Et Parce c'est qu'en en fait, permanence, parce que tu te mets en danger, tu penses te mettre en danger, mais tu changes de non. boîte, tu fais Ouais. autre chose, etc., etc. Mais c'est la marche en avant qui fait Mais avancer. c'est la marche en avant qui fait avancer. Et c'est ça qu'on essaie, nous aussi, chez Eurydice, d'inculquer un peu aux jeunes qui sont là. C'est de dire, c'est un premier job que vous allez faire. Bien sûr. Mais regardez la suite, quoi. Il y a Et tellement de puis, choses. il y a tellement de choses. Et tu démarres commercial. Moi, j'ai jamais pensé que je serais dans un comex demain, que je ferais de la transformation de grosses boîtes, machin. Jamais. Et pourtant, je l'ai fait. Voilà, Xavier, il a suivi un chemin qui était différent. Et dans d'autres choses, quand il bossait avec ses Brésiliens, moi, j'aurais jamais été bossé comme ça. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, il y a des opportunités qui sont assez monstrueuses. Et je crois que c'est un des derniers secteurs d'activité qui permet à des gens qui sont, entre guillemets, je vais dire, un peu généralistes. Bien sûr. Tu vois, quand tu es ingénieur dans un truc très spécifique, tu es dentiste, voilà, ça s'invente pas. Et voilà, dans lequel tu peux faire autant d'activités variées et avoir des jobs aussi larges. C'est vrai que c'est une évolution, finalement, si on se donne les moyens, on peut faire de grandes choses. Et comment ça s'est passé? Tu as été membre du coup d'un COMEX. De plusieurs comex. Plusieurs COMEX. Comment ça se passe Un comex? Ouais. C'est pas la partie de la journée la plus sympa, en général, mais bon, le comex, c'est un moment où toutes les fonctions importantes de l'entreprise se retrouvent.
sous la direction d'un président. Donc, tu as un président, tu as un directeur général, tu as toutes les fonctions, RH, production, etc., etc. Et l'objectif, c'est de voir la bonne direction de la boîte. Hein. Est-ce qu'on est dans nos chiffres? Est-ce qu'on est dans ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur notre stratégie? Moi, j'ai beaucoup assisté dans les COMEX. Parfois, ça les gonflait vraiment parce que je dis, mais vous êtes sûr qu'on est dans le bon schéma? Il faut avoir dans ces métiers-là la capacité de se remettre en cause. De dire, j'ai choisi quelque chose, mais le marché avance tellement vite. Regarde le marché de la technologie avec l'IA. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer que est-ce que moi, j'ai pris le bon chemin? Parce qu'après, quand il faut revenir, non pas en arrière, mais changer de trajectoire, c'est extrêmement difficile et coûteux. Et puis surtout, vis-à-vis de ton personnel, tu passes un peu pour une girouette. Donc en fait, il faut en permanence te dire, est-ce que je suis sur le bon drive? Est-ce que j'y vais? Est-ce que ça paye ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je mets sur le marché, c'est bien? Est-ce que ma façon de recruter, le recrutement, il est capital dans une boîte? Capital. Que ça soit des seniors, que ça soit des middle, que ça soit des juniors. C'est capital. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une tête bien faite, ce que je dis, qui correspondent à la boîte. D'accord? À la taille de la boîte, à ce que tu veux faire. D'accord? Donc ça, c'est des piliers, si tu veux. Est-ce que je sais produire et efficacement? Parce qu'une boîte, elle ne vit pas que sur son chiffre d'affaires. Elle va vivre sur sa rentabilité. Ça, c'est un point essentiel. Celui qui pense que parce qu'il va ramener du chiffre d'affaires, c'est super et qu'il peut brader ses opérations, il ne va pas rester longtemps dans le business. Donc, il faut dégager de la rentabilité. La rentabilité, c'est le nerf de la guerre. Mais dans la rentabilité, si tu fais des projets, il faut savoir produire. D'accord? Et de produire le plus efficacement possible. Donc, quels sont tous les moyens que tu peux mettre en place, etc. Ça, c'est ce que tu vis, c'est l'adrénaline et la construction de la boîte. Et puis, tu traites aussi les sujets difficiles. Les sujets difficiles, c'est moi, quand il y a eu l'explosion de la bulle Internet, il a fallu se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. C'est pas les sujets les plus fun. Alors, c'est très formateur, hein, mais c'est pas les sujets les plus fun. D'accord? C'est après, quand tu as des consultants qui sont mono-technologie, comment tu fais pour leur donner un scope beaucoup plus large? Tu vois, c'est tous ces sujets-là qu'il faut être amené, et tout ça dans une cohésion d'équipe. S'il n'y a pas de cohésion d'équipe dans un COMEX, la boîte, elle ira pas bien. Ok. D'accord? Non, c'est parce que justement, du coup, faut bien manager, il faut avoir aussi des grosses compétences dans ce domaine-là. Comment, justement, vous avez fait pour... On apprend. Ouais, tout simplement sur le terrain. En fait, il faut partir du principe qu'on est sur un monde qui s'invente chaque jour. On ne peut pas imaginer, en 2025, faire les mêmes choses qu'en 2020, qu'en 2015 et qu'en 1990. Pas possible. L'iPhone et le smartphone est arrivé en 2007. On ne s'est pas rendu compte au début de la révolution que ça allait apporter. En fait, ça nous a donné à nous le pouvoir en tant que individu, en tant que particulier, un pouvoir énorme sur les entreprises. Précédemment, les modèles d'entreprise étaient très différents. Il y avait les entreprises qui avaient leur propre informatique et toutes leurs équipes, et on diffusait à travers des canaux, des réseaux, soit de distribution, soit des partenariats. Maintenant, avec les modèles Internet qu'on a, on est dans un modèle dans lequel le chemin entre l'entreprise et le client n'a pas de frontières et se fait en direct. Donc en fait, tous les réseaux intermédiaires qui avaient leur justification de vie, tous ces modèles ont éclaté. Et l'IA apporte maintenant des éclatements de modèles complémentaires. C'est que globalement, tout ce qui va être répétitif pourra être traité de manière automatique. Donc ça veut dire que si on ne s'invente pas un demain et si on se projette pas dans l'avenir, on va être emporté par la vague. Donc en fait, l'IA, c'est un tsunami qui va transformer nos modèles. Ouais. Et donc, le seul moyen d'aller, c'est courir plus vite et de manière intelligente. Et en fait, il faut courir en ouvrant les yeux. En fait, on va faire ce que Carole a fait dans ses COMEX, nous-mêmes, toute notre vie, tout le temps. C'est globalement où je dois aller, sachant qu'on est sur un modèle qui n'est pas persistant. On n'est pas sur un modèle dans lequel on a une technologie pour 10 ans. Toi, chez Salesforce, tu as une techno, elle change tous les combien? Tu as des offres qui évoluent tous les 6 mois, tous les ans. Eh bien, aujourd'hui, on est dans un modèle dans lequel ces technologies vont évoluer de plus en plus rapidement. Donc en fait, on peut prendre une direction, mais de toute façon, celle qu'on prend, dans 3 mois, dans 6 mois, maximum dans 1 an, elle devra être revisitée. Ouais. Donc au niveau de l'entreprise, ce qui veut dire qu'au niveau de individuellement, on doit nous-mêmes
pour gérer notre propre carrière, parce que on est, moi j'estime qu'un commercial, c'est le représentant de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, mais c'est également, faut jamais oublier une chose, c'est la première chose qu'un client voit d'une entreprise. Donc en fait, globalement, on est porteur d'une image de marque, on est porteur de valeurs, on est porteur d'un discours, mais ce discours, il doit aussi évoluer en fonction du domaine d'activité de ton client. Tu vas pas aller voir un patron d'hôpital de la même manière que tu iras voir un patron d'une ébénisterie. Il n'a pas le même besoin au quotidien. Donc par contre, ce travail de compréhension de la problématique client doit nous entraîner directement. Et je pense qu'en fait, le job du commercial, sa valeur particulière, elle n'est pas uniquement de connaître ses produits. Oui, il doit les connaître, ses produits, mais il doit connaître son client. Même avant de l'avoir visité. Parce que si il n'a pas un discours qui montre au client qu'il a une compréhension de ses problématiques, le client, des commerciaux, il en voit tous les jours. Moi, j'avais un client qui m'avait dit une fois, Monsieur Lesport, quand vous venez pas me voir une journée, j'ai 50 appels de boîtes comme vous dans la journée. Si demain je suis pas satisfait de vos services, j'ai 50 opportunités de le faire. 50 par jour, par semaine, ça fait 250, ça fait 1000 par mois. Il y a 25 000 ESN en France. Imagine le nombre de fois où tu peux te faire doubler. C'est vrai. Donc en fait, si tu n'apportes pas une valeur ajoutée constante et si tu n'évolues pas en avance de phase avec tes clients, tu te feras doubler demain par un autre. Je crois qu'il y a, dans ce métier-là, il y a une partie, ça existe dans d'autres métiers, mais celui qui va être bon dans ce métier-là, on va le dire comme ça, on va parler des bons. Hein. Bon. Oui, voilà, il y en a moins et c'est plus facile. On va parler de curiosité. La curiosité, c'est quoi ? C'est quand tu dis si tu dois connaître ton client, tu me demandais tout à l'heure dans un COMEX comment ça se passe. Quand tu es autour d'une table, tu dois connaître tous les gens qui sont là. Mais connaître, c'est pas je vais prendre un café avec toi, t'es sympa et tout ça. C'est à quoi il marche, c'est quoi son métier. Tu dois connaître ce qu'il sait faire. C'est problématique. D'accord ? Si tu sais pas, tu dois aller le questionner pour pouvoir discuter avec lui. Tu vas connaître sa perso. Ouais. D'accord ? À quoi il marche ? C'est quoi ses points forts, ses points d'amélioration ? Sur quoi il va se coller à toi ? Sur quoi, au contraire, il va te repousser, etc., etc. Comme avec un client. Quand tu vas voir un client, tu dois savoir où tu mets les pieds. D'accord ? Quelque part, tu le flattes, parce qu'il est content que, si tu veux, tu t'intéresses à lui. Mais quelque part, ça te donne des armes aussi dans ce que vont être ta négociation et la suite. Donc, en fait, ce que tu apprends basiquement, commercialement parlant, va te servir à tous les niveaux de l'entreprise. Tous les niveaux de l'entreprise, c'est des jobs de business. C'est pas le commerce face-to-face avec un client, mais c'est un job. Et au plus haut niveau, je peux dire que moi, quand j'étais directeur général, je faisais énormément de rendez-vous clients. Alors, pas avec les mêmes interlocuteurs qu'avant, mais j'en faisais énormément. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ta boîte soit connue. Il faut qu'elle ait une certaine respectabilité. Il faut que tes clients voient qu'au plus haut niveau, ce client est important pour eux. Ouais. On s'intéresse à lui. Tu vois ? Donc, c'est pour moi, c'est un job, si tu veux, dans lequel tu apprends les basiques de la relation. Ça s'appelle la relation commerciale. Et c'est vrai, je le dis, tu le sais, dans les cours, je dis, tu vends de l'IT, mais tu peux revendre autre chose. C'est exactement la même chose. C'est comment tu te comportes dans ta relation et ce que tu vas chercher. C'est pas de la manipulation, c'est comment tu te comportes et comment tu fais les choses. Et c'est ce qui t'aide dans la vie à dire comment. Et c'est ce qui te fait apprécier des autres. Et c'est là où tu crées le différenciant. Et puis venir régulièrement voir des clients pour lui dire comment les choses se passent, c'est bien. Alors, après, aujourd'hui, on a plein d'outils. C'est génial. Hein. Nous, quand on a démarré, Xavier, il avait le bottin. Moi, j'avais les offres du PM. C'était pas très, très glamour. Hein. Mais là, on a pléthore de trucs. Tu te mets sur Internet, tu as plein de sites, tu te mets sur LinkedIn, tu te mets sur Instagram. La question qu'il y a derrière, c'est faut pas que tu sois juste celui qui va recracher. Il faut que tu te fasses ton opinion et que tu aies ton identité. Ce qui est un enjeu pour des gens qui sont beaucoup plus jeunes, si tu veux, tu vois. Si tu viens raconter la même chose que tout le monde, t'es tout le monde. D'accord ? Donc, dans ce métier-là, c'est pour ça que Xavier tout à l'heure disait, il faut être bon, il faut créer le différenciant, parce que il y en aura pas pour tout le monde. Oui, on va chercher du monde. Oui, il y a du boulot pour tout le monde. Mais ça va nécessiter quand même un effort des individus. D'accord ? En termes de personnalité et de différenciation. Tu vois, moi, je vois dans les cours, quand je dis, mais je le vois quand j'interviens dans des ESN. Je dis, si je m'interroge, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ton collègue là sur tel domaine ? Il y en a, ils savent même pas. Alors, leurs collègues prennent un café, ils vont déjeuner avec lui, point barre. Quoi. Bien sûr, ça reste là. Je dis, c'est pas terrible. Dans les cours, c'est pareil. Je dis, il y a eu des super presse, regardez ce qu'ont fait les autres. Parce que c'est comme ça que tu t'inspires. On n'est pas le numéro 1 en permanence. Ouais, mais c'est parce qu'on va regarder ce que font les autres qu'on va s'inspirer. Maintenant, il faut garder
son esprit critique. D'accord ? Il faut que tu te dises, moi, mon opinion, c'est ça. Moi, je vous présente ça parce que je crois à ça. Parce qu'il faut une implication. Comme disait Xavier tout à l'heure, et ça, c'est un intemporel. C'est quand un client te reçoit, alors en plus, maintenant, ils ont moins de temps, machin, etc. Ils cherchent une boîte, un savoir-faire, mais une identité de la première personne qu'il recevra. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on inculque de plus en plus dans le transfert, dans ce qu'on fait. Mais globalement, je pense que toutes les briques existent, tu vois, pour le faire. Le tout, c'est une prise de conscience des choses. Mais c'est comme, je dirais, presque les lycéens qui vont pomper sur ChatGPT des trucs en disant « j'ai fait mon truc ». Il n'y a pas d'identité. Donc, on n'a plus besoin de profs, on n'a plus besoin de lycéens, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fera la différence ? Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un métier avec toutes les bases qui existent depuis des millénaires et qui existeront encore demain, mais sur lesquelles l'identité de la personne est importante. Et tant mieux, je veux dire tant mieux que le genre humain soit remis en première position. Moi, je trouve ça génial. L'identité, comme tu dis, je pense que c'est... en fait, on doit se mettre en créateur de valeur personnelle. Exactement. Et en fait, il faut créer notre valeur à nous. Le client, il a accès aux mêmes informations que nous. Ce qui fait la différence, c'est le prisme qu'on lui donne et le sens de l'histoire qu'on lui crée. En fait, on est là pour lui lui raconter une histoire. Cette histoire, faut qu'il y croie, faut qu'il y adhère. Ah, effectivement, quand on prospecte un client qu'on connaît pas, il y a toujours une phase d'observation. Mais comme disait Carole, c'est un peu comme le corbeau et le renard. Pour le faire lâcher le fromage, faut lui chanter une belle chanson. Et en fait, les techniques, ça c'est la technique commerciale. On le fait parler pour récupérer de l'info. Une fois qu'on a les infos, on peut construire notre histoire. Mais de toute façon, faut jamais oublier une chose, c'est qu'un client n'achète pas s'il n'y a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur n'a pas de prix. Et ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc il faut vendre de la valeur. Et la valeur, c'est nous qui l'apportons, qui la créons. Et même si cette valeur, elle est basée sur des éléments connus, c'est le sens dans lequel on présente les choses qui crée la valeur supra pour le client. Et à laquelle il va adhérer. Parce que sinon, on peut prendre n'importe qui pour vendre n'importe quoi, tout marchera. Ouais. Moi, on m'a toujours dit, Xavier, tu pourrais vendre n'importe quoi ? Non, je suis certain. J'aime beaucoup mes chaussettes vertes ou bleues, mais je sais que je ne saurais pas les vendre. Parce que je ne suis pas un vendeur de chaussettes. Avec tout le respect qu'on doit pour les vendeurs. Tout le vendeur qu'on doit au respect des vendeurs de chaussettes qui font un très beau boulot. Mais indépendamment de ça, il faut créer sa propre valeur et la trouver. Et faut pas se survendre, faut être humble. Par contre, faut travailler sur les fondamentaux. Très souvent, on l'a vu dans notre carrière, on a vu des gens qui se gâchaient parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils pensaient qu'ils avaient la tchatch et que ça suffisait. Ben non. Le travail, c'est quelque chose dans le commerce. En fait, encore plus que dans d'autres métiers. Quand on fait un travail, on voit un ébéniste ou un joaillier qui fait un travail sur le bois ou sur le métal doré, on apprécie son geste. Mais le commercial, il a cette capacité aussi de construire quelque chose, alors qui parfois est un peu virtuel, mais cette construction intellectuelle, c'est quelque chose qui relève de l'esprit du commercial. Et si le commercial se met pas dans ce domaine-là, eh bien, il sera un vendeur. C'est là la différence qu'il y a entre un vendeur qui vend un produit et le commercial qui va créer cette relation, cette intimité avec son client, quand bien même il vend un produit. Le simple fait de faire son commerce, il crée une adhérence avec son client et en fait, il amène le client sur un terrain de jeu sur lequel le client va se sentir à l'aise et il va créer une vente de confiance plutôt que de chercher à vendre et de chercher à baisser les prix parce qu'il faut absolument qu'on passe. C'est pas ça. Vendre une remise, c'est pas une vente. Mais tu vois, je pense que il y a des choses qu'on utilise dans le vocabulaire. Avant, on les utilisait pas parce que c'était inné. Aujourd'hui, il faut les redire. Je crois que au-delà du fond, il faut quand même avoir du fond, parce que si t'as pas de fond, effectivement, il y a peu d'intérêt pour un client. On est d'accord. Mais je pense que si on est capable de créer une relation, une envie, tu vois le mot envie. Tu vois, un client qui a envie, qui dit ah ouais tiens il m'a appelé, sympa, voilà, je vais le rappeler. Ça s'appelle de l'envie. Il faut qu'il y ait un côté, je dis avec mes mots, mais sexy dans le terminologie de deuxième degré, s'il vous plaît, des choses. C'est-à-dire, sexy, c'est un truc, il va me surprendre. Je pense que ça fait partie des choses qui créent une différence entre les très bons commerciaux et des commerciaux moyens. D'accord ? Et ce que le marché recherche, c'est du très bon commercial.
D'accord ? Et il est prêt à les payer, c'est pas un sujet, si tu veux ça. Mais, donc, c'est ce qu'il va chercher, c'est comment vous allez me surprendre, et tu peux le surprendre que si tu connais. Si tu le connais, si tu t'es informé sur le marché, de ce qu'il fait, de son secteur d'activité, de tes offres, et que tu crées la différence par ta personnalité. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est assez génial parce que si tu te donnes un peu de mal, et puis si tu te lâches un peu, parce qu'il faut se lâcher aussi un petit peu, tu peux être un excellent commercial sans être effectivement celui qui va sauter, ce que j'appelle sauter sur la table en disant vous avez vu un peu je suis meilleur, etc. Parce que ça c'est un modèle qui ne marche plus, je pense. Mais donc voilà, donc c'est ça qu'il faut apporter au marché. Moi je vois encore énormément de clients et en fait très souvent ils me disent il me dit le commercial, celui-là je veux plus le voir, je veux plus le voir. Voilà, et c'est ça qui est un peu dommage. Et je pense qu'il faut que les entreprises, les ESN, passent beaucoup de temps sur ça. C'est pour ça que les alternants, c'est un bon vecteur, parce que pendant 2 ans, vous êtes dans une entreprise. Le tout est d'être dans une boîte bien câblée par rapport au marché. Bien sûr. Mais pour apprendre, et puis d'utiliser aussi ces mix, comme moi je l'ai fait à l'époque chez IBM, pour corriger ou prendre de la compétence, pour voir comment on va s'adapter par rapport à ces marchés, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc., etc. Voilà. Après, c'est la vie. Et je dis toujours, parce que je crois que c'est aussi important, la vente, elle n'est pas qu'externe. Elle se fait pas qu'avec un client. Ouais. Elle se fait avec des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monde de partenaires. Elle s'est faite en interne de sa propre boîte. Moi, tu vois, j'ai pas eu la même carrière que Xavier. Et pourtant, je me suis pas dit, bon, alors, je fais ça. Demain, je serai comme ci, machin. Jamais. Ça a été des opportunités. Et c'est pas une époque différente. C'était simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont vu travailler. Ouais. Et qui m'ont dit, tiens, comme Xavier sur le marché te disait tout à l'heure, il y a des cabinets, ils m'ont vendu 2-3 voix parce qu'il disait, lui, on sait ce qu'il va valoir, lui, on sait, voilà. Et moi, on venait me chercher en me disant, c'est ça. Quand on m'a proposé d'être directeur général, j'étais super contente. Je me dis, c'est bien, c'est génial. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire et tout. Donc, j'ai potassé, en me disant, oui, bon, je vais regarder et tout ça. Bon. Et j'ai adoré. Et j'ai continué comme ça. Mais ça veut dire que juste, il y a des gens qui misent sur toi. Et ça existe toujours. En te disant, lui, par sa perso, par ce qu'il est, par bien sûr son track record, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, lui, je suis sûr qu'il fera la différence. Ouais. Mais c'est ça qui est, justement, quand on se vend en client, mais aussi on se vend en interne, finalement. Exactement. Et quand tu passes par exemple, quand tu fais des entretiens avec ton patron commercial, un patron technique, ton DG, enfin, quand tu vois des gens, ils ont forcément un avis sur toi. Ouais. Et un avis, ils t'observent, ils te regarderont. Ils te regarderont demain quand tu signeras des affaires et c'est eux qui diront ouais, ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Mais tu peux avoir une très belle carrière dans une boîte parce qu'ils vont dire ouais, lui on mise sur lui. Et miser sur quelqu'un, ça veut dire qu'on va te donner des opportunités. Ça veut dire qu'on va te payer aussi en conséquence. Tu vois, on va te créer la différence entre toi et un autre commercial avec le même nombre d'années commerciales d'expérience que toi. Et ça met une pression aussi. Voilà. Ça met une pression parce que faut pas se mentir, si on te paye plus, la boîte attendra plus de ta part. Ouais, donc en fait, il y a un moment donné où il faut être capable aussi de donner ce qu'on attend de nous, aussi bien vis-à-vis d'un client qu'en interne. Complètement. Et comment, du coup, vous gérez la pression? Est-ce que vous en parlez entre vous? Parce que c'est vrai que c'est des métiers assez difficiles. Alors là, oui, puis si tu veux, c'est d'autant plus difficile qu'on a des enfants aussi. Donc, on a eu des enfants et donc maintenant ils sont grands, mais voilà, donc il faut savoir gérer tout ce petit monde et puis que tu as une vie perso parce que tu peux pas dire ma vie c'est que mon boulot. C'est un peu restrictif. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que nous on l'a conçu. T'as des enfants, donc tu dis pas, tiens, on va avoir des nounous, c'est super. Dès qu'ils vont avoir des problèmes à l'école, on va prendre tous les organismes, Academia, machin, ils vont essayer de faire à la place d'eux. Donc, on n'a jamais cherché à avoir des gens qui vont se substituer à nous. On a assumé, et je le dis dans le terme positivité, nos rôles. Et je pense que c'est ce qui a créé notre équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui veulent avoir une vie perso et une vie professionnelle. Nous, on ne le disait pas du tout comme ça. Mais en tout cas, dans notre tête, c'était assez clair qu'il n'était pas question qu'on fasse que bosser. D'accord ? La gestion de la pression, c'est quelque chose de très compliqué. C'est très, très compliqué. Je ne pense pas qu'on avait les moyens qu'on a aujourd'hui, entre le yoga, le machin, tous ces machins-là. Ou tout le monde, on ne les utilisait pas. Je pense qu'on avait... on parlait beaucoup. Alors nous, entre nous, on parlait beaucoup, mais on parlait aussi avec beaucoup d'autres personnes. On s'inspirait beaucoup des seniors. C'est-à-dire comment ils ont fait, voilà. Et quand tu parles de la pression, mais tu parles aussi des retournements de situation.
tu vois. Des gens qui ont des jobs de management qui se retrouvent dans les transformations d'entreprise demain à devenir commercial, tu vois. Ça, c'était des trucs. Ou alors de dire, tu vois, des situations compliquées dans les entreprises, comment tu vas les gérer? Comment tu vas faire pour que les personnes qui vont être concernées, ça soit, entre guillemets, le moins douloureux, du moins le plus fair possible, si tu veux. Alors ça, il faut se faire aider par des cabinets, ça je pense. Et je pense que quand on est dans une boîte, toi tu es chez Salesforce et je sais pas ce que tu feras après, mais en tout cas, quand on est dans une boîte, il faut utiliser à fond tous les moyens de formation que la boîte met à ta disposition. Et notamment tout ce qui va être des formations sur le comportement, sur les situations critiques, sur tout ça, parce que tu apprends des choses. Puis après, tu rejuges de ce qui se passe et tu dis, moi, je ferais comment, etc., etc. La pression, elle est... On peut échanger aussi avec ses pairs. Exactement. Mais la pression, elle est... c'est pas quelque chose de sympa. Ouais, d'accord ? Donc, comme toute chose qui n'est pas sympa dans sa vie, il faut essayer de l'équilibrer avec autre chose. Mais c'est très personnel. La pression, c'est... Et puis, tu as des gens qui vont réagir différemment à la pression. Moi, j'avais une pression, c'était mon adrénaline. Ok. Donc, l'adrénaline, c'est positif. Ouais, plutôt. J'ai jamais eu de pression au sens je pète un câble, quoi, tu vois. Jamais ça m'est... Enfin, je crois pas. Non, jamais. Bah, tant mieux. Voilà, je demande au cas où, hein, on me dit, bon, moi, jamais. C'était mon adrénaline. Mais ça veut dire que je bossais des horaires monstrueux, je voyageais, etc. Donc, il faut aussi cadrer l'ensemble de ces choses-là. Mais je pense que, voilà, où c'est une adrénaline, mais avec comment tu organises ta vie. Mais de toutes les façons, il n'y a jamais un monde... Moi, je suis très intéressée de voir ce qui se passera sur le marché aujourd'hui avec des gens de ta génération qui disent, moi, je veux une vie privée, une vie professionnelle, ou même machin, etc. Un équilibre. Ouais, un équilibre. Ouais. Moi, je pense que je l'ai eu d'une certaine façon, mais insuffisamment. Et je ne sais pas si on sait l'avoir, mais je suis très intéressée, donc je lis plein de trucs là-dessus, très intéressée dans les conversations qu'on peut avoir, pour dire voilà, comment on fait, parce que je ne considère pas forcément l'avoir eu. Je pense que c'est très personnel, chacun voit son équilibre. En tout cas, je sais une chose, c'est que plus tu vas travailler dans nos métiers, plus tu vas gagner de l'argent. Ouais. Ça, c'est une addiction. C'est ce qui motive, forcément. Alors, c'est une motivation, mais c'est une addiction. Ouais. Tu vois, c'est ce qui t'amène à revenir en permanence, avoir plus, d'avoir une vie, t'acheter un appart. Enfin, tu vois, c'est ça que j'appelle une addiction. Donc, d'aller plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est un premier sujet. Mais il ne faut pas ne pas regarder le reste. Ça, c'est aussi important. Et puis, il faut aussi se dire que tes patrons, de toute façon, ils vont attendre de toi le meilleur en permanence. Donc, il faut aussi, dans ta tête, être capable de dire, j'ai une super pression, je suis hyper bien vue et tout ça, mais tu peux vivre des plateaux. D'abord parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière toi. Ouais. Et puis parce que, à un moment, tu vas fatiguer. Ou parce qu'à un moment, tu as envie, toi, personnellement, d'autre chose. Il faut savoir le vivre. Ouais, c'est ça surtout. C'est pour ça que je dis que ces formations, elles sont souvent très intéressantes, parce qu'il faut savoir vivre. C'est pas un échec. C'est de te dire, est-ce que tu es en accord avec toi-même? Tant que tu seras en accord avec toi-même sur tous les sujets, les gens peuvent que te critiquer en disant, ouais, elle bosse plus comme avant, les enfants, les machins, on s'en fout. C'est toi avec toi. Et c'est ça ta force. Parce que ta force, tu sais que tu peux réaccélérer. Mais qu'il y a peut-être des mamans, voilà, ça arrive à des tas de gens qui disent, j'en peux plus, je lève le pied, et voilà, on a des moments de respiration. Les autres, ils vont te regarder en disant bah, pourquoi ça marche plus comme avant, ouais, voilà, sûr, etc. Justement, je pense que c'est ça qui est dur de. Et c'est ça qui est dur, mais on peut pas être à 200 km/h en permanence. C'est pas possible, ça. C'est impossible. Surtout que les entreprises aujourd'hui vivent sur des cycles courts. Globalement, les managements dans les entreprises tournent assez régulièrement. Donc en fait, la pression revient souvent. Ouais. Le nouveau board, quand il arrive, il remet un coup de pression. Quand l'ancienne n'a pas encore disparu. Donc oui, il faut s'aménager des temps de respiration personnels. Et puis, il faut surtout être en accord avec soi-même au sens où faut faire le métier qu'on a envie de faire. Parce que si, en plus, on ne fait pas le métier qu'on a envie de faire, qu'on se force à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, on passe plus de temps éveillé au boulot qu'avec les siens. Donc, il faut être en accord. Si, effectivement, il y a un point de désaccord flagrant sur le fait que non, ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire, il vaut mieux faire autre chose. Non, mais il faut en accepter les conséquences, à savoir changer de modèle de rémunération, changer de lieu de vie, mais faut le préparer et l'anticiper. Et puis je pense qu'il faut être clair aussi, si tu es un fêlé de sport, hein, c'est assez facile, même quand on commence professionnellement parlant, de dire moi, à l'heure du déj, 2 fois par semaine, je vais faire du sport, ou le soir, je pars à 6h ou 5h, parce que je vais faire du sport. C'est mon truc. Personne, en plus aujourd'hui, encore moins, ne dira quoi que ce soit.
Tu vois, si tu as fait de la musique, de dire, moi, de toutes les façons, voilà, j'ai des spectacles, je joue de la musique, des répétitions, machin. Pareil, on inscrit ça dans son agenda et je pense que c'est aujourd'hui perçu. Nous, c'était moins bien perçu, mais dans vos générations actuelles, c'est perçu comme étant une ouverture d'esprit. Tu vois, d'été, qu'est-ce que tu apportes à ton truc? Mais il faut le poser assez rapidement. C'est-à-dire que si tu ne poses pas rapidement, les gens s'habituent à ce que tu es, c'est-à-dire que travailler. D'accord ? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Après, bon, la pression, oui, il y en aura toujours. Mais plus tu auras travaillé ton capital, c'est-à-dire commercial, connaissance du marché, partenaire, etc., plus tu t'assures qu'il y a des gens qui vont venir te chercher, qui te proposeront d'autres jobs, plus tu auras des choses variées à faire, etc., etc. Complètement. Et comment c'est venu cet aspect un peu entrepreneuriat, créer sa boîte, c'est venu comment cette idée? Comment c'est venu moi, la première fois, ça a été... c'était la recherche de l'indépendance, on va dire ça comme ça. J'avais envie après quelques années d'activité, de savoir si j'étais capable de le faire par moi-même. Mm-hmm. Et en fait, ça n'a pas changé fondamentalement ma vie, si ce n'est que du jour au lendemain, il faut créer de la valeur de manière différente. Quand on travaille pour soi, on a d'autres échéances et ça rend une complexité. Surtout que moi, j'ai commencé la première boîte, on venait d'avoir notre premier enfant, donc c'était un moment un peu compliqué. Ouais. Là, il y a eu de la pression. La deuxième fois, des nuits difficiles. Des nuits difficiles, puisqu'il dormait mal. Et que le lendemain matin, il fallait quand même aller au taf. Et puis la deuxième fois, c'était plutôt un choix, parce que j'avais envie de mener un projet, une histoire. Voilà, j'avais envie de mener une histoire. Mais moi, je pars du principe qu'un commercial, dans son job au quotidien, c'est le type même de l'entrepreneur, de ce qu'on appelle l'intrapreneur. Je crois beaucoup à cette définition, qui est que, en fait, le commercial, il n'a pas de cycle. Contrairement à un monteur qui doit placer la roue avant de mettre l'écrou, le commercial, il a une palette de choses qu'il combine. Et je pense qu'on a parfaitement la capacité, en tant que commerçant, d'être entrepreneur de sa vie professionnelle. D'abord, on l'est de sa carrière, on l'est de sa vie personnelle, mais on l'est aussi de sa vie professionnelle avec ses clients. Et globalement, on est constamment en train de bâtir quelque chose. Et puis, comme Carole disait, on a des moments de réussite, des moments de tension et d'échec. Et ça amène à des remises en cause, ça amène à fondamentalement reposer les fondamentaux et savoir si on va dans le bon sens et si on avance correctement. Moi, j'ai pas le sentiment que l'entrepreneuriat soit une fin en soi. Moi, j'ai le sentiment d'avoir été entrepreneur en fait toute ma vie, de par ma relation avec mes clients. Je travaillais pour des boîtes, mais j'avais l'impression de créer quelque chose à chaque fois. Et ma vie d'entrepreneur, au sens réel du terme, m'a permis de voir l'autre facette, mais ça n'a pas été en soi ni une révolution, ni un bouleversement. En fait, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, je pense que j'ai vécu 3 formes d'entrepreneuriat. La première, c'était, je terminerai sur la même que Xavier, mais la première, ça a été que quand tu changes de type de groupe, moi je travaillais chez IBM, je travaillais chez Orange, je travaillais dans des boîtes, Devoteam, c'était une start-up à l'époque, si tu veux, tu vois, c'était la bulle Internet. Moi, la moyenne d'âge, c'était 28 ans. Quand j'ai quitté IBM, ils étaient à 50 ans. Je suis arrivée le lendemain matin, ils étaient à 28 ans. D'accord ? Il y avait un écran comme à la Sécu, tu sais, quand tu tires ton ticket là, avec ton numéro, il y avait un truc, sauf que c'était le cours de l'action. L'action, elle était rentrée à 16 € et elle était à 296. Ah oui, okay. Ils avaient eu des actions, tu vois, en tant que personnel. Ouais. Personne n'a été riche parce que tout le monde attendait que ça monte encore plus. Donc, au final, et puis c'est tombé hyper rapidement, donc le sujet n'a pas été. Mais juste pour dire, tu changes de monde. Et je m'étais dit, je suis dans un grand groupe avec toute la pression des grands groupes. Là, je vais aller dans une autre boîte. C'est une autre pression, c'est autre chose. D'accord ? Ça, c'est un premier modèle. Après, quand on est venu me chercher pour faire des activités qui sont de transformation ou d'évolution, tu es forcément entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut transférer d'un point A à un point B. Tu fais, ah ouais, quand même, là, ça va pas être facile. Hein. Parce que tu as la transformation, je dirais, mécanique. Et puis, tu as la transformation, l'évolution des gens.
avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif. Hein. D'accord ? Et donc là, c'est une autre forme d'entrepreneuriat puisque tu vas créer quelque chose. Et puis, ma troisième vocation, c'est quand j'ai créé un cabinet. Moi, je suis partie d'IBM à l'époque. J'étais fatiguée des groupes et tout ça. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans le monde de l'IT, etc. Par contre, je savais une chose, c'est que le monde du commerce et le monde des directeurs de projet, parce que c'était un truc qui me tenait à cœur, c'était un marché où, en termes de recrutement, moi, j'avais vu des tas de recruteurs. Je trouvais qu'ils étaient vraiment mauvais, ou du moins pas très, très bons. Et alors, dans le domaine des chefs de projet, alors là, les directeurs de projet, sûr. ils n'étaient pas très bons. Il n'y a pas des stars. Hein. Et donc, je me suis dit, je vais être meilleure. D'accord ? Et puis, c'était l'occasion de montrer, ou tout de moins de me dire, je vais être capable de créer quelque chose. Ouais. Et je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça super. On a bien marché. Après, on était plusieurs associés. Nos aspirations sont devenues un peu différentes. Donc, moi, je suis partie assez vite parce qu'on a eu me rechercher au bout de 3 ans. Et eux, ils sont restés un peu plus longtemps. Mais juste sur le fait, je me suis dit, bon, alors, vivre dans une boîte qui fait 2000, 3000, 5000 personnes, ou qu'en fait 100 000 ou 200 000, de toute façon, moi, ça a été totalement transparent. J'ai pu évoluer, alors sur des registres différents. Mais en tout cas, et j'ai fait des choses intéressantes et très variées, qui ont été des formes d'entrepreneuriat, parce qu'il a fallu que je crée des choses. Mon expérience en tant que petite structure, je crois que j'en ai fait assez vite le tour. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce que j'avais appris commercialement parlant, c'est ce qui m'a permis de démarrer ma boîte et ce qui m'a permis de la lancer. D'accord ? Ouais. Et mes associés qui n'avaient pas connu ça, enfin pour 2 d'entre eux, ça a été beaucoup plus difficile pour eux. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu prends ton téléphone et que tu dis « je m'appelle Zorglub », avant tu disais « je m'appelle IBM ». D'accord ? Ça répond pas du tout de la même façon. Les portes s'ouvrent pas de la même manière. Okay. Et donc, c'est là où tu creuses la net en disant, qu'est-ce qu'on m'a appris ? Attends, je creuse et machin. Et c'est là où tu dois te dire, maintenant, il faut que je m'accroche et que je les accroche. D'accord ? Maintenant, il y a encore plus de SN, donc il faut encore être meilleur sur le sujet. Mais tu vois, c'est là où tu apprends. C'est comment tu te fais ta place, comment tu joues des coudes. Et ça a été encore plus formateur. Et j'avais déjà une certaine expérience, mais encore plus formateur sur le sujet. D'accord ? Comment tu convaincs des consultants de venir vers toi plutôt que sur une autre boîte, etc., etc. Donc, en fait, ça n'a fait que, pour moi, approfondir la compétence que j'avais, voir la difficulté de ces entreprises-là. Quand tu travailles dans une petite entreprise, et moi j'ai beaucoup de respect pour les PME, PMI, tout ce qui est TPE, etc., parce que je crois que c'est des boîtes très difficiles. Et je pense qu'elles méritent un très très grand respect, parce que les gens qui sont là-dedans, ça bosse. Ça, tu peux pas avoir des gens qui soient pas bons, là, ça n'existe pas. D'accord ? Et que vraiment, il faut plutôt les aider parce qu'il y a des beaux patrimoines. Et voilà, après, c'est les opportunités. Et je me suis rendu compte combien travailler mon marché, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à contacter tous les clients que je connaissais. Ouais. D'accord ? Et quand ça répond présent, parce que ça répond présent sur ce que tu as été pour eux, et qu'ils disent ouais, t'inquiète, voilà, machin, tu dis j'ai quand même pas dû être mauvaise. Voilà, et voilà. Et donc tu t'aperçois que la boucle, elle se fait, on vient te rechercher, etc. D'où l'importance du relationnel, partenaire, enfin, quand je dis partenaire, tu vois, c'est toutes les boîtes du marché, techno, cabinet, entreprise, etc., et clients, etc. Le relationnel, mais aussi la rectitude. C'est globalement, il faut être droit avec ses clients. Une entourloupe, un jour, elle se paye le lendemain. Ah ouais, c'est sûr. Plus tard. Et donc, faut être clean avec ses clients, à chaque instant. Parce que une réputation, ça met des années à se faire, ça met des secondes à tomber. Ouais. Et donc, faut toujours se dire, un jour, demain, est-ce que ce client-là, il pourra m'être utile ? Est-ce que je pourrais être utile à lui ? Et donc, dans quel esprit je travaille ? Est-ce que, en fait, chaque jour passé à travailler avec ses clients permet de semer des graines pour le futur. On s'en servira, on s'en servira pas, mais dans le cas où on devrait s'en servir, il vaut mieux qu'elles soient bien plantées. Tu vois, on dit souvent dans ce métier-là, il faut bien arriver, bien partir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu arrives, il faut faire la meilleure impression possible et que les mecs disent tiens, on a eu raison de l'embaucher. Et le jour où tu décides de partir, quelles que soient tes raisons, parce que quand on est jeune, on va changer de boîte. Tu vois, bien sûr. Moi, de ma génération, j'ai fait 6 boîtes et sur le marché, on me dit oh là là, qu'est-ce qu'elle change, etc. Toi, Xavier, il en a fait 15, donc voilà, bon, on était. Mais c'est aujourd'hui faire 6 boîtes, c'est le standard, quoi, si tu veux, tu vois, sur le marché. Mais il faut savoir partir, c'est-à-dire proprement, pour pas être des gens retraites, faut que on soit propre dans ce qu'on fait. Parce que globalement, ces gens-là, si tu veux, tu les retrouveras dans d'autres boîtes demain, sur d'autres. Donc il faut faire fonctionner. Toi, t'es ils sont venus me rechercher. Donc il vaut mieux partir proprement d'une boîte. Bien sûr. Que
une boîte, effectivement, les gens avec lesquels on a bossé, on peut les retrouver sur le marché, mais en plus, il faut conserver une bonne relation et une bonne image, et cette droiture de valeur, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ça, au final, le relationnel fait de grandes choses. Ouais, Ah ouais. exactement. Et ça, je pense que ça existe dans beaucoup de métiers, en particulier dans celui-là. Hein. Je pense que la Commercer, parler, curiosité, échanger. c'est majeur pour se faire son pays, sa propre identité, quelle qu'elle soit. Hein. Moi, je dis pas qu'il y a une identité qui doit faire, mais sa propre identité pour créer l'intérêt, tu vois, des clients que tu as en face, l'être capable, effectivement, comme disait Xavier, de converser, de parler et d'avoir un réseau. Le réseau, ça fait une de grandes choses. Ouais. Voilà, et c'est comme ça, petit à petit, voilà, que tu as l'occasion, disons, de vivre des activités variées, qui sont plutôt assez amusantes et agréables. Voilà, variées, etc., avec des satisfactions. Hein, quand on signe, quand on transforme, c'est très satisfaisant. Et bien entendu, toute peine mérite un salaire bien rémunéré. Complètement. Et justement, vous êtes intervenant chez Rudis. Justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus avec les étudiants, de ce que vous les apprenez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est... vous avez, chez Eurydice, il y a des profils totalement différents, d'accord? Je dirais qu'il y en a qui sont il y a des élèves qui en veulent vraiment, au sens... voilà, ils ont envie, effectivement, de rentrer dans ce marché, pas que pour l'appât du gain, mais aussi pour l'appât du gain, ce qui est aussi important, mais qui ont compris un certain nombre de choses et qui ont soif de comprendre... comment aller plus loin, comment investiguer, comment creuser. C'est pas simplement un cours que tu viens suivre une semaine par mois, c'est vraiment de creuser et d'aller plus loin, de créer son propre réseau. C'est une forme de réseau aussi, de ce truc-là. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de mettre à l'épreuve ce que je sais de nouveaux modèles. C'est-à-dire, globalement, les modes de pensée des jeunes de ta génération ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et par contre, moi, je pense que je peux apporter des fondamentaux. En fait, l'idée, c'est de se dire, on peut apporter un beau mariage. C'est globalement, toute cette jeunesse, elle a une fougue, elle a une volonté, elle a envie, elle a plein de choses à construire. Et nous, on a des dogmes, des règles et des modèles. Et je crois que ce qu'on peut nous apporter, c'est rapporter des règles fondamentales à des gens qui ont une fougue et qui vont transporter les modèles. Moi, je pense que les gens qui m'ont appris au métier il y a 40 ans, ils m'ont apporté quelques basiques sur lesquels j'ai travaillé régulièrement. Moi, je pense aujourd'hui, j'ai pas d'autre ambition que de faire ça. Donner du basique, donner une vision et permettre à chacun, individuellement, de créer son propre avenir. En fait, il faut être acteur de sa vie et pas la subir. Sinon, ça fait des échecs monstrueux. Donc, en fait, il faut pas se mentir. Dans les classes qu'on a, de 20 ou 25 ou 30 élèves, j'ai l'intime conviction qu'une majorité ne réussira pas durablement. Okay. Parce que il y a des gens qui sont là en promenade. Il faudra qu'ils aient un déclic. Qui sont en promenade, qui parce qu'il y avait une fenêtre d'ouverte, ils sont venus là. Mais je pense moi j'ai découvert dans les classes des profils sur lesquels je me dis... Il y a des vraies pépites. Il y a des vraies pépites. Ouais. Il y a des gens qui ont vraiment du talent. Ceux-là, ce que je fais, pour eux, j'ai servi à quelque chose. Parce que eux, ils comprennent le fond de ce qu'on apporte, ils sauront en faire quelque chose. Moi, en fait, j'estime qu'on est dans notre carrière, il y a des métiers comme ça. Nous, avec je pense, un peu le talent qu'on a développé, on est maintenant à un moment où on doit trouver des passeurs. On n'est pas là pour passer quelque chose. D'abord parce que ce qu'on passe, ça a changé. Entre ce que j'ai appris il y a 40 ans et aujourd'hui, le monde a changé. Par contre, je donne une jointure qui doit permettre aux personnes à qui je le passe de pouvoir donner une perspective et d'aller plus loin. C'est ça le sujet. Et la suite, c'est pas moi de la construire. Si on crée les éléments pour que ceux qui, à l'instant T, voient pas forcément toujours l'intérêt des formations qu'ils suivent, pas qu'avec nous d'ailleurs, hein, au moins que le jour où ils auront le déclic, et il y en a qui auront le déclic, hein, parce qu'il y en a qui sont parfois dans des sociétés en alternance, qui les
enfin, où ils sont pas forcément tutorés suffisamment. sûr, je vois. Moi, j'ai utilisé beaucoup l'alternance et je veillais à ce qu'il y ait des tuteurs qui leur fassent faire des choses. Ouais. Enfin, etc. Parce que sinon, t'apprends pas. Quel est l'intérêt d'une Pas alternance d'intérêt. si t'as pas d'intérêt? D'accord? Mais il y en a qui n'ont pas tous cette chance. Donc voilà. Au moins qu'à un moment, s'ils ont le déclic, ils essaient de se souvenir les d'un armes. certain nombre de choses et qu'ils ont des armes. Je pense que voilà, ça peut se faire au T0, disons, de sortie d'école et ça peut se faire un peu plus tard. Et moi, je me dis, si on a réussi à contribuer à ça, très modestement, hein, Ouais, c'est très voilà, etc. Et je pense que très souvent, nous est demandé nos parcours. Tu vois, quand tu as une nouvelle promo, Bah, on bien nous sûr, dit à chaque fois, ouais, on qu'est-ce que demande. vous avez fait? Et puis, bien sûr, LinkedIn existant, ils sont voient bien. encardés. Je l'ai fait aussi, j'avoue. On ressort avec je ne sais combien d'amis à la sortie du cours. Mais, et que t'expliques ce que t'as fait, il y en a qui te regardent en disant, on a fait tout ça. Et je pense que voilà, essayer de l'expliquer. Moi, j'aime beaucoup converser avec des étudiants au café, après les cours en disant, bah ouais, mais comment vous y êtes arrivés? Voilà, essayer de donner après les quelques éléments qu'on a essayé en bavardant beaucoup, mais, pendant ce moment tu vois, de donner. Mais, d'abord en disant que c'est à la portée de tout le monde. Ouais. On n'est pas des extraterrestres, hein, c'est à la portée de tout le monde. Et avec les basiques qu'on a donnés, et en travaillant, et bien sûr, et en variant les plaisirs, etc. Mais tout le monde peut être capable de le faire. Et ça, je pense qu'avec du travail, avec une volonté, avec des idées assez claires et puis son identité, moi, je pense qu'on peut avoir... Il y a plein de gens qui pourraient réussir dans ce métier-là sans problème. Ouais, Voilà. c'est à chaque personne de créer son aventure et sa route. Exactement. Ouais. Exactement. Bah, c'était super intéressant. Bah, merci déjà beaucoup. Merci à toi. de ce Merci à retour. toi. Excellente idée. Excellente Ça initiative. nous fait, donne l'occasion de revivre ces années. Ça fait plaisir. Et je trouve que c'est super sympa, ouais. Bah, super franchement, sympa. Je vais continuer. Un grand merci. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.